Imaginé par Binge Audio. Nous sommes mi-2026 et on s'interroge déjà sur ce que seront les grands thèmes porteurs de la présidentielle prévue l'an prochain. Est-ce que les débats seront dominés par les questions de sécurité, d'immigration, d'économie, de défense, ou bien est-ce que ce seront les banlieues, les quartiers dont on parlera, quartiers qu'on appelle populaires, prioritaires, difficiles, en fonction souvent d'où on s'exprime. La droite et le centre-droit ont déjà commencé à s'écharper sur le sujet au travers des récentes déclarations respectives de l'ex-ministre Bruno Retailleau, qui lui veut carrément boucler les quartiers avec l'aide de l'armée pour lutter contre le narcotrafic, et de l'actuel ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, qui défend une approche à base de destruction des tours pour, je cite, « casser les ghettos ». Définitivement, entre les chars et les pelleteuses, les quartiers sont encore et toujours présentés comme des aberrations urbaines dont il faudrait se débarrasser. Mais figurez-vous que ça n'a pas toujours été le cas, et qu'en réalité, derrière les caricatures, ces espaces ont été porteurs de beaucoup d'espoir et de modernité. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Pour mieux saisir le désamour qu'ont vécu les quartiers populaires, je suis allé en discuter avec deux fins connaisseurs de la question. La géographe et sociologue Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS, et le sociologue Renaud Epstein, qui enseigne à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. L'un et l'autre sont spécialistes de l'action publique et des politiques urbaines. J'ai commencé par leur demander si on pouvait dire que les grands ensembles sont le parent pauvre de l'architecture ou s'il s'agissait d'un épouvantable raccourci journalistique. C'est Renaud Epstein qui répond en premier. Dire que les grands ensembles sont le parent pauvre de l'architecture, c'est à la fois une sorte d'évidence qu'empiriquement, on en a tous fait l'expérience, parce qu'il y a eu une production tellement massive partout en France, avec, il faut bien le dire, dans cette production massive, une bonne partie, enfin la majorité, qui a été fait de façon sommaire, sans grande réflexion architecturale, voire parfois avec finalement moins de travail d'architecture que de travail de bureau d'études, qu'on peut avoir l'impression que dans cette masse, effectivement, voilà, c'est de la production sans architecte ou sans réflexion architecturale. Cette masse ne doit pas nous faire oublier le processus et la dynamique et l'histoire des grands ensembles. L'histoire des grands ensembles, c'est pas une histoire qui s'est faite sans architecte, par des ingénieurs, des bureaux d'études et des bétonneurs. Ils ont été là. Mais les grands ensembles, c'est 2-3 décennies de réflexion, de débat, de controverses architecturales, de gestes architecturaux, de mobilisation des plus grands architectes du XXe siècle. Il y a eu, tout au long de l'histoire des grands ensembles, des réflexions architecturales stimulées par la puissance publique. Il y a eu des concours d'architecture ou des concours d'urbanisme qui ont été lancés. Je pense en particulier à ceux qui ont été lancés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui, à bien des égards, ne sont pas sans point commun avec la démarche Quartier de demain, où le ministère lançait des appels à projets, des architectes étaient sélectionnés et essayaient de concevoir des opérations expérimentales. Ces grands ensembles, le problème, c'est qu'ils ont vieilli et que, effectivement, au fur et à mesure où le temps a passé, au début, ils n'ont pas été forcément entretenus parce que la culture des bailleurs HLM en particulier, c'était plutôt une culture de constructeurs et moins de gestionnaires d'un patrimoine. Ils ont appris depuis. Et puis, on pourrait dire les modèles architecturaux, les références architecturales ont évolué dans un contexte aussi où les ménages français ont eu de l'appétence, fort aidés par les politiques publiques, pour un autre type d'habitat qui est plutôt la maison individuelle. Mais dans ce vaste mouvement de construction de ce qu'on appelle les grands ensembles, les cités HLM, les ZUP, etc., il y a aussi eu de l'expérimentation architecturale, il y a eu aussi des cités, des grands ensembles qui ont fait l'objet de classements au patrimoine du XXe siècle. Donc attention à un discours trop globalisant.
Le truc qui m'interroge, c'est de voir comment s'est installée cette espèce de dichotomie entre, d'un côté, l'ambition de départ de beaucoup de grands ensembles qui étaient vraiment vus comme des lieux de vie, des trucs hyper modernes, des trucs limite du futurisme, quoi, d'une projection à quoi ressemblera l'habitat en l'an 2000, comme on le percevait l'an 2000 dans les années 50, en gros. Entre donc cette vision-là très positive et la vision ultra négative qui s'est installée. Enfin, moi, je suis né dans les années 80. Je n'ai grandi que avec l'image, en tout cas le récit public et médiatique des grands ensembles comme étant forcément soit moches, décrépits, mal fréquentés, des lieux insalubres ou des lieux un peu de relégation. Comment ça s'est installé, cette espèce de dichotomie vraiment là dans la perception, j'ai l'impression. C'est tout à fait vrai qu'ils ont été l'emblème voilà, de la modernité. En même temps, quand même, pour un grand nombre d'entre eux, dans les premières années, au fond, de cette phase des politiques du logement, ils ont été aussi contestés, décriés, moins pour les conditions de logement que pour la pauvreté de l'environnement, le fait qu'on ait produit un grand nombre de logements plutôt en périphérie des villes parce que le terrain y était moins cher et que les équipements qui pouvaient participer à la qualité de vie des habitants n'étaient pas forcément là. Les grands ensembles, c'était avant tout la tentative de réponse à une crise du logement de très grande ampleur. Et l'enjeu des grands ensembles n'était pas d'abord de faire advenir une société meilleure, parfaite, etc. C'était d'abord de loger une France qui vivait dans des conditions absolument indignes, indécentes, et de façon massive. C'est pas simplement les prolos qui étaient dans des bidonvilles, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui des classes moyennes qui décohabitaient pas, qui habitaient dans des logements sans toilettes, etc. Donc, faut toujours se souvenir de ça. Cette production massive au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans la décennie de la reconstruction, de l'industrialisation, du baby-boom, de la décolonisation, de l'exode rural. C'était juste réussir à faire face à un besoin de très grande ampleur urgent. Et la forme urbaine, l'organisation des grands ensembles, elle répondait d'abord à ça. Bien sûr, il y a eu un souci assez rapide, à partir notamment de 1958 et le lancement de la politique des UP, de pas faire juste des cages à lapins, mais d'essayer de programmer en même temps qu'on construisait les logements tous les équipements collectifs qui étaient nécessaires à une vie sociale. Voilà, alors, si dire on construit des quartiers avec des logements à peu près de qualité et des équipements, c'est-à-dire que c'était une utopie, bon, bah ok, c'était une utopie. Alors maintenant, si c'était ça l'utopie, elle a réalisé, elle s'est réalisée. On a massivement construit des logements au milieu des années 70, la crise du logement avait disparu. Elle est revenue depuis, mais elle avait disparu. Et globalement, c'était des quartiers qui n'étaient pas si mal équipés. Bon, il est sûr qu'aujourd'hui, en revanche, l'image collective qu'on porte sur ces quartiers de grands ensembles est très négative. Ça renvoie pour une partie à la forme urbaine, à l'architecture. Mais je crois que si on veut comprendre la dégradation du regard posé sur cette forme urbaine, faut oublier la forme urbaine. Ce qui est en jeu fondamentalement, c'est que les quartiers de pauvres ont toujours été des quartiers de mauvaise réputation. Et qui plus est, les quartiers de pauvres dont on parle sont des quartiers de pauvres racisés. Et l'image extrêmement dégradée des grands ensembles, c'est avant tout une forme de stigmatisation métonymique. On n'aime pas les grands ensembles, on dit du mal des grands ensembles, on a peur des grands ensembles, mais en fait, ce qui est en jeu, c'est pas les tours et les bars, ce qui est en jeu, c'est leurs habitants. Il y a un discours ambivalent dès le début et on pourrait dire il reste ambivalent. Aujourd'hui et depuis déjà quand même plusieurs décennies, il y a plutôt un discours de disqualification. En même temps, il y a un attachement très fort des habitants et on voit bien que quand on démolit, on voit bien la réaction d'un grand nombre des occupants de ces logements qui ont fait leur vie là, qui ont construit leurs relations, qui ont créé des habitudes et qui sont au fond très attachés à ce cadre de vie et à ces conditions. Donc là, il y a une espèce aussi de paradoxe entre les propos que peuvent tenir ceux qui n'y vivent pas et les propos que peuvent tenir une partie de ceux qui y vivent. Parce que ce discours positif sur les grands ensembles, il n'est pas tenu non plus
par tous les habitants des grands ensembles. Il y a effectivement un certain nombre d'habitants de ces grands ensembles qui cherchent à les quitter et qui ont envie d'un autre cadre de vie, d'autres conditions de logement, d'un autre environnement pour eux, pour leurs enfants. Il y avait une certaine diversité sociale au moment de leur livraison. Pour autant, il n'y avait pas nécessairement de relations sociales, d'échanges sociaux forts. Il y a un article de sociologie urbaine, sans doute le plus cité de la sociologie française, pour titre Proximité spatiale et distance sociale. Et il porte justement sur les relations entre groupes sociaux à l'intérieur de ces grands ensembles au moment de leur livraison. Maintenant, moi, je tiens quand même à remettre en cause l'idée suivant laquelle les quartiers de grands ensembles visés par la politique de la ville dont on parle sont aujourd'hui des quartiers sans mixité sociale. C'est bien sûr toujours à leur sujet qu'on déplore l'absence de mixité sociale. Mais il y a une constante dans les travaux de sociologie urbaine qui est de nous rappeler que les quartiers pauvres sont toujours beaucoup plus mixtes que les quartiers riches. Les vrais quartiers dans lesquels on ne fait jamais l'expérience de l'altérité, dans lesquels on est dans l'entre-soi le plus absolu, ce sont toujours les quartiers riches. Les quartiers populaires sont des quartiers dans lesquels il y a quand même une très grande diversité. Alors une très grande diversité ethno-raciale, c'est l'inverse des ghettos de ce point de vue-là. Quand vous avez 150 nationalités, on n'est pas dans un ghetto, quoi. C'est l'inverse. Et par ailleurs, on a, bien sûr, on ne trouvera pas les ménages les plus fortunés, loin s'en faut, mais quand même, si on prend l'ensemble des quartiers visés par la politique de la ville en France, c'est-à-dire près de 1500 quartiers, là, on se rend compte que l'image qu'on a de la cité ghetto, le quartier nord de Marseille, etc., est absolument pas représentative, qu'on a énormément de quartiers, petits, moyens quartiers dans des villes moyennes qui comptent une grande diversité générationnelle, dans lequel on a des enseignants, des retraités qui ont fait leur villa, qui restent là. Là encore, il faut remettre en cause cette sorte de récit qui s'est imposé, qui gomme tout, qui efface tout, qui est de dire finalement on serait passé de l'utopie, c'était parfait, il y avait de la mixité, on vivait bien, on s'entendait bien, à la situation, le ghetto, la dystopie, etc. Des deux côtés, c'est faux. Et ça nous occulte surtout la dynamique qu'il y a eu de l'un à l'autre. Et si on veut comprendre la dynamique qu'il y a eu de l'un à l'autre, c'est pas en regardant les quartiers, c'est en regardant l'ensemble de la société et de la ville qu'on la comprend. L'un des changements majeurs dans notre approche de ces zones urbaines particulières, c'est aussi le fait que peu à peu, on est en train de sortir de ce qui était jusqu'ici la doctrine, démolir, faire disparaître ces tours, vues soit comme des verrues, soit comme le symbole d'un espace stigmatisé ou stigmatisant. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de réhabilitation, et les pouvoirs publics, locaux ou nationaux, semblent parfois moins prompts à dégainer les pelleteuses. Effectivement, on a connu une séquence qui s'est ouverte au tout début des années 2000 avec la loi Borloo et la mise en place du programme national de rénovation urbaine, dans laquelle la démolition des tours et des bars s'est imposée comme un peu le seul horizon de la transformation des quartiers et de la résolution des problèmes. Alors, ça avait commencé auparavant, dès la fin des années 70, on a des premières destructions de tours et de bars, notamment dans l'Est lyonnais, mais qui s'opèrent avant tout parce qu'il y a des malfaçons, des problèmes techniques, et on se rend compte que finalement, ça va coûter plus cher de rénover, de résoudre le problème que de démolir et de reconstruire. Mais c'est resté extrêmement limité jusqu'à la fin des années 90 pour des raisons avant tout financières, parce que démolir des choses qu'on n'a pas fini de rembourser et démolir donc ne plus toucher les loyers pour payer les emprunts, ça posait problème. On oublie complètement qu'avant la loi Borloo et avant ces politiques de démolition, on a mené des politiques de réhabilitation et que, en gros, du début des années 80 à la fin des années 90, il y avait une hostilité très, très grande chez les bailleurs, mais de manière générale, à l'idée qu'on démolisse du logement social. Et on a été sur des politiques de réhabilitation à l'époque. Au moment de la mise en place des programmes HVS, Habitat et Vie sociale, fin des années 70, dans toute la période des programmes développement social des quartiers, on a plutôt été sur des politiques de réhabilitation,
On a un peu démoli, mais effectivement, il y a un changement majeur à la fin des années 90, au début des années 2000, et au moment où la loi Borloo est votée, effectivement, la loi Borloo met en place un dispositif qui va permettre la démolition-reconstruction, et préalablement à la loi Borloo, il y a la mise en place d'une procédure qui est celle des grands projets de ville, où là, effectivement, il est bien question de démolir pour reconstruire. Et aujourd'hui, vous avez absolument raison, on remet en question ces politiques de démolition reconstruction, et on revient effectivement à des politiques de réhabilitation, alors au nom en particulier de la sobriété, au nom des enjeux écologiques, au nom du coût des opérations de démolition, reconstruction. Donc effectivement, voilà, on change la donne aujourd'hui. On voit bien qu'on est en train de changer de registre. Force est de reconnaître au bout de 20 ans, puisque maintenant on a des éléments, dire que la rénovation urbaine, ça marche et ça marche pas. Ça marche au sens où ça se met en œuvre. Et je crois qu'il y a tellement de politiques qui ne sont que des effets d'annonce sans traduction concrète qu'il faut toujours le rappeler, la rénovation urbaine, telle qu'elle a été mise en œuvre depuis 20 ans, ça marche au sens où ça produit des transformations, où il y a vraiment 500 quartiers sur lesquels il y a eu des interventions lourdes, des investissements massifs pour transformer le cadre de vie. Et c'était dans bien des cas nécessaire, des quartiers qui avaient été construit par la puissance publique et immédiatement abandonné. Il n'y avait plus d'investissement. Et voilà, en un demi-siècle, le bâti, ça se dégrade, les équipements, ça se dégrade, les espaces publics, ça se dégrade. Et donc, ces interventions étaient nécessaires. Pour autant, la rénovation urbaine qui visait à produire cette transformation urbaine, elle le faisait au nom d'un objectif de transformation sociale, transformation du peuplement. Et de ce point de vue-là, les évaluations dont on dispose sont absolument claires. La transformation urbaine, liée à la démolition-reconstruction, ne s'est pas prolongée par une transformation du peuplement, une transformation de la population. Ce qui fait que, ce qui par ailleurs, on peut pas nécessairement un problème, on peut s'interroger sur la pertinence de cet objectif et est-ce que ça aurait été juste au moment où on investit enfin après 50 ans dans ces quartiers, de dire bah oui on investit mais c'est pas pour vous. Qu'on démolisse, qu'on reconstruise ou qu'on réhabilite, et qu'on réhabilite aujourd'hui en prenant en compte les exigences d'adaptation au changement climatique, par exemple, ne suffit pas à améliorer les conditions de vie des habitants. Parce que ce qu'il ne faut pas quand même perdre de vue, c'est que ces politiques-là, qui touchent au cadre bâti, qui touchent aussi à la qualité de l'environnement, à travailler aussi la dimension paysagère, la liaison à la ville aussi, donc les questions de mobilité, de déplacement, etc., s'inscrivent quand même dans des politiques qui sont ce qu'on appelle les politiques de la ville, qui visent aussi à améliorer les conditions de vie des habitants. Améliorer les conditions d'habitat, de cadre de vie des habitants, c'est améliorer leurs conditions de vie, mais ça ne suffit pas. Ça ne règle pas les problèmes de discrimination, les problèmes d'accès à l'emploi, etc. Merci à Marie-Christine Jaillet et à Renaud Epstein pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania. Cet épisode a été préparé par Charlotte Bex, réalisé par Clément Morel. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.